Bonsoir. Oh, ça fait bizarre de dire bonsoir. Non, tu peux pas surtout. Mais on est le soir. Regarde, dis bonsoir, ça fait un truc. Bonsoir. Ça te fait Ça quoi? rappelle des trucs, quoi. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez très bien. Vous savez, j'ai une partie en moi, un peu France Inter, Télérama, je croise les jambes, je bois du thé. J'écoute beaucoup de podcasts. En voiture, j'écoute L'heure du crime, RTL, et je me suis dit, il faut que ces voix de la radio, ces voix iconiques qui nous parlent dans les podcasts et qui nous racontent des crimes atroces, des histoires, des faits divers, nous fassent notre vidéo d'Halloween pour cet Halloween-là. Ce serait génial, ce serait très savoureux à nos oreilles. Donc on a décidé d'inviter deux voix iconiques de la télé et de la radio pour venir nous raconter des histoires vraies, très flippantes, qui font froid dans le dos, vous allez voir, et c'est ce qui se passe dans cette vidéo. Oui, regardez. Si ça, c'est pas un signe, c'est pas du tout un signe, c'est juste la machine à café Smeg. Oui, mais Smeg, elle est en fit dans toutes les vidéos, la machine à café Smeg. Elle veut toujours faire. Un petit poutou aux gens du Discord et à nos abonnés qui sont venus dans le public, puisqu'on a fait ça en public. Et si vous voulez de temps en temps venir sur nos tournages, rejoignez notre Discord, qui est un très bon Discord, je dois bien l'avouer. C'est vrai, il est bien organisé, il y a des jeux. Il y a aussi des gens qui se rencontrent, il y a des histoires d'amour qui se créent. Des histoires d'amour sur le Discord, bien sûr. Donc parmi les podcasts vraiment flippants, il y a Ondelat raconte, qui est un podcast très connu, il en fait vraiment beaucoup. Et c'est une des voix les plus iconiques de la télé et de la radio en France. On a donc décidé d'inviter Christophe Ondelat pour nous raconter une histoire vraie. Vous allez voir, ça fait vraiment froid dans le dos, et c'est gore. Et en deuxième partie, on aura Jean-Alphonse Richard de L'heure du crime sur RTL, qui est un très bon storyteller, avec une histoire qui est un cold case, donc qui est une histoire vraie non résolue. Donc c'est fascinant. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient Histoire flippante 4, c'est vrai qu'on se l'était un peu dit, mais là, vu cette nouvelle DA, on voulait faire quelque chose de simple, pas faire un gros truc avec une grosse prod, mais on se donne rendez-vous Halloween prochain pour un vrai Histoire flippante 4. Voilà, on vous laisse avec Monsieur Ondelat, un Ondelat magistral. Régalez-vous, baissez les lumières chez vous, soyez tranquille, et rien de prévu, soyez au calme, mais un bon son. Sortez vos meilleurs setups, on vous laisse avec les deux meilleurs conteurs avec des histoires vraies. Joyeux Halloween à vous. Ça va? Ça va. On est bien, hein. Ça va pas aller mieux. Alors, c'est une histoire de 1957. Vous n'étiez pas né. Moi non plus. Et je vous rassure, il n'y a rien d'autre du même genre à trouver depuis. C'est une histoire absolument unique dans le crime, j'ai envie de dire contemporain, le crime du XXe siècle. C'est une histoire de nécrophile. C'est quoi un nécrophile? Un nécrophile, c'est quelqu'un qui aime les cadavres. Vous allez comprendre pourquoi mon héros, qui n'est pas un héros, aime les cadavres. Ça se passe dans le Wisconsin, aux États-Unis. On est en novembre 1957 dans un petit village qui s'appelle Plainfield. Quand je dis petit village, c'est un village minuscule. 642 habitants à cette date-là. Aux États-Unis, c'est qu'on est vraiment au trou du cul du monde, là. Un tout petit village où il ne se passe jamais rien. Un petit village où il y a une église. Aux États-Unis, il y a toujours une église. Et un drugstore. Et le drugstore, il fait fonction de tout. On peut tout y acheter. À manger, des vêtements, des outils, des semences pour le jardin et des fusils. Hein, tout le monde vend des fusils aux États-Unis. Et en plus, au moment où débute cette histoire, c'est-à-dire un après-midi de novembre 1957, la chasse vient d'ouvrir pour 9 jours. Autant vous dire qu'on a besoin de fusils et de cartouches. C'est la chasse au cerf qui se pratique là-bas. Il est 17h et le fils de la tenancière du drugstore, elle s'appelle Bernice Warden. Son fils, Frank, rentre de la chasse. Il n'a pas trouvé de cerf. Il est bredouille. Et il se dit, tiens, je vais passer voir maman. Il arrive devant le drugstore et fermé. Sa mère aurait donc fermé le drugstore un jour de chasse. Impensable. On ne vend jamais autant de cartouches et de fusils que le jour de la chasse. Et de bière. Hein, parce que les chasseurs aiment bien la bière. C'est improbable. Et donc, il va voir le pompiste en face et lui dit, mais elle n'a pas ouvert, maman? Ah ben non, c'est fermé depuis ce matin. Et donc il revient au drugstore, il sait comment entrer dans le drugstore par derrière.
tous un tuyau pour entrer dans sa maison par derrière. Il ouvre la porte. Il appelle sa mère. Ma! Pas de réponse. Il avance dans le boxeur. Et sur le sol, il voit une traînée rouge qui va vers la porte arrière, vers le parking. Il suit la traînée rouge. Il ouvre la porte. La voiture de sa mère a disparu. Alors, ça je vous l'ai pas encore dit, mais Frank Warden, dans ce petit village, il est adjoint du shérif. Ça va lui donner un petit avantage dans cette enquête. Et là, dans l'immédiat, ça lui permet d'appeler le shérif et de lui dire « Il y a un blême. Le shérif s'appelle Art Schley. » Et le shérif, la première chose qu'il lui dit, c'est « Encore un meurtre ?» Alors, il y a 3 ans, c'est pas vraiment un meurtre qui s'est déroulé là. Enfin, on sait pas. En tout cas, on a déjà trouvé une femme. Enfin, on a trouvé son sang sur le sol du petit bistrot qu'elle tient à l'entrée du village. Comme ça, une traînée de sang. Et elle, on l'a jamais revue. Les traînées de sang sont similaires. Et donc, évidemment, le shérif est tenté de rapprocher les 2 événements. Et donc, les voilà qui discutent. Frank, son adjoint, fils de la disparue, et lui. Et Frank dit « Et si c'était Ed ?» Le shérif lui dit « Pourquoi tu penses à Ed ?»« Bah, souviens-toi, quand cette femme qui s'appelait Mary Hogan et qui tenait ce café a disparu, on a été allé le voir. Il était suspect. Et il dit au shérif « Hier, j'étais chez ma mère, au drugstore, et j'ai vu Ed Gein, c'est son nom, qui tournait autour d'elle. Il a acheté 2 bidons d'antigel. J'ai pas aimé le regard qu'il portait sur ma mère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. Il est 7h du soir. Et donc, les 2 hommes arrivent à la ferme d'Ed Gein. Il n'est pas vraiment fermier, Ed Gein, il vit des allocations. Mais il a une belle ferme de plusieurs hectares. Et le bâtiment est pas mal. Mais à 7h du soir, il commence à faire nuit. Il est dans le noir. Pas une lumière allumée. Et Ed Gein est forcément dedans. Parce que c'est pas le genre à partir en vacances, Ed Gein. Il est fauché. Il n'a pas de sous, il n'a pas pu partir. Alors il toque, ils appellent, pas de réponse. D'un coup, il y en a un qui a une idée. Il est peut-être chez ses amis, les Hill. Et donc ils vont chez Hill, effectivement, ils trouvent Ed Gein, qui est là, et qui leur dit, à votre service, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut vous interroger. Ok, il s'assoit à l'arrière de la voiture du shérif. Les voilà partis vers le bureau du shérif. Pendant ce temps-là, le shérif appelle des hommes à lui, il leur dit « Allez chez Ed Gein, enfoncez la porte s'il faut. On veut savoir si elle est dedans. Si le cadavre de cette femme dont on a vu le sang sur le sol est chez lui. » Alors ils y vont. Il fait froid, il y a de la neige. Ils enfoncent la porte. Ils veulent allumer la lumière, il n'y a même pas d'ampoule. Et donc, ils sont dans le noir, ils n'ont que leur torche pour s'éclairer. C'est un vieux garçon, hein, Ed Gein. Il s'éclaire encore à la lampe à pétrole. Et donc, ils avancent. Ils arrivent dans la cuisine. Et ils assistent à une scène qu'ils n'oublieront jamais. Et vous non plus. Au milieu de la pièce, pendu à un crochet, comme un cerf, au retour de la chasse, il y a un cadavre, attaché par les pieds, éventré du pubis jusqu'au sternum. Et c'est le cadavre d'une femme. Et c'est le cadavre de Bernice Warden. Ed Gein l'a donc accroché au plafond par les pieds et l'a vidé comme on vide un cerf. Bon, il y en a un qui sort vomir. Évidemment, la scène est terrible. Et puis il revient et ils disent, allez, on va avancer, la ferme est grande, il y a d'autres pièces. Ils arrivent devant une porte, il y a un cadenas dessus. Ils prennent un marteau, ils font péter le cadenas, ils entrent dans la pièce. C'est la chambre de la mère d'Ed Gein. Et c'était incroyable, elle est morte il y a 12 ans et
Tout est en l'état. Il n'y a pas touché. Il a gardé la chambre de sa mère en l'état. Depuis 12 ans, il est tombé des kilos de poussière. Se sont filés des dizaines de toiles d'araignée. Il n'y a pas touché. C'est important, cette scène, parce que ça va expliquer la suite. Cette espèce de passion qu'il a pour sa mère et cette incapacité qu'il a eue à encaisser sa mort. Et puis il se dirige vers le fond de la cuisine. Sur une table, il y a une coupelle. Ils la prennent, c'est un crâne. Enfin, c'est une calotte crânienne coupée qui sert de coupelle. Ils ouvrent les placards. Il y a des bols. Ce ne sont que des calottes crâniennes. Et puis, ils vont sous l'évier. Ils ouvrent la porte. Il y a 2 seaux. Dans l'un, il y a les tripes de la dame qui pendouille. Et dans l'autre, il y a sa tête. Ils disent, ça peut pas s'arrêter là. Alors ils avancent toujours. Et ils arrivent dans la chambre d'Edgin. C'est un moment stupéfiant. Sur la cheminée, il y a 3 masques mortuaires de femmes. Quand je dis masque mortuaire, ça veut dire qu'on a découpé la peau du pourtour du visage et qu'avec du journal mouillé et de la colle, on a posé tout ça sur le masque constitué par le journal de manière à avoir ce regard de femme. Il y en a 3. Et il y a un des adjoints du shérif qui regarde les têtes comme ça, une par une. Tout d'un coup, il s'arrête sur un des visages et dit « Mais c'est Marie Hogan. C'est cette femme disparue il y a 3 ans, c'est cette traînée de sang dans son bistrot. Elle a fini là. Il l'a tuée, elle aussi, il y a 3 ans. Mais vous n'êtes qu'au début de vos découvertes. » Ils ouvrent le placard de sa chambre. Et là, sur un cintre, pend une sorte de combinaison rose, enfin blanche-rose, un petit peu nécrosée quand même, car il s'agit de la peau d'une femme qu'il a entièrement évitée pour s'en faire une combinaison intégrale. Vous voyez, combinaison de plongée. C'est plus fin que ça. Il y a juste la peau. Il a dû passer du temps pour faire ça. Figurez-vous que le shérif, c'est sa première enquête. Il vient d'être nommé shérif. Il n'a jamais travaillé sur un meurtre. Et le voilà, face à 3 masques mortuaires, une combinaison de peau féminine, et posé par terre, quand on fouille un peu, 4 autres masques mortuaires, rangés, enveloppés dans des boîtes. Edgin, pendant ce temps-là, est au bureau du shérif. Et évidemment, quand le shérif revient avec ses adjoints, s'assoit face à lui, il lui les regarde comme ça. Il dit « Vous avez trouvé de drôles de choses, n'est-ce pas ? Chez moi, je suis collectionneur. Je fabrique des vêtements avec la peau de mes cadavres. Je travaille bien. Vous trouvez pas ? Je dirais même que mon travail est exceptionnel. » Il n'avoue pas vraiment quand il est interrogé. Bernice Warden, il peut pas nier. Son corps pend à un crochet dans la cuisine. Alors avec le temps, il finit par avouer que oui, il l'a vidé, que le but ultime de tout ça n'était que de garder sa peau. Pour en faire quoi ? Il y a un détail que je vous ai pas donné. Dans sa chambre, les appliques, les abat-jours, c'est de la peau humaine. Tous les abat-jours de sa chambre sont en peau humaine. Et donc il avoue le crime de Bernice Warden. Marie Hogan, non. Marie Hogan, il dit, je l'ai pas tuée, cette femme. Oui, mais on a le masque mortuaire posé dans ta chambre. Non. Vous vous trompez, je l'ai pas tuée. Et il dit cette phrase extraordinaire, d'une certaine façon, je ne m'en souviens pas. Quelle façon ? On ne sait pas. Et il dit, passez-moi au détecteur de mensonges, vous verrez. Ça, c'est un truc américain. Hein.
le détecteur de mensonges. Ça ne fonctionne pas du tout. Il n'y a que dans les films que ça fonctionne. Si ça marchait, autant vous dire qu'on en aurait en Europe. Aucun pays européen n'utilise le détecteur de mensonges. Passez-moi au détecteur de mensonges. Alors on dit, on va l'amener sur place, ça va peut-être lui rafraîchir la mémoire. Donc le shérif le prend dans la bagnole, l'amène chez lui, ils font le tour, le cadavre qui pend, les masques mortuaires, la combinaison de peau d'une femme et les abat-jours. Ça lui fait rien. Il reste parfaitement froid. Entre-temps, les journalistes ont été prévenus, ils sont devant la ferme, il sort, il sourit, le con. Il sourit. Il est la vedette. Ce soir-là, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires de tueurs américains. On est obligé de mettre des flics tout autour de la ferme. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, ils veulent un petit souvenir. Ils se garderaient bien un petit abat-jour. Hein? Bah ouais. Quand même, ça a marqué notre village. Hein. J'ai gardé un abat-jour. Regardez, je l'ai mis dans la chambre de ma fille. Bref, je voudrais détendre l'atmosphère. Ça vous va? Ouais. Il y a une blague à l'époque. Les gens commencent à se raconter une blague. Hé, tu sais pourquoi Eddine, il garde toujours le chauffage allumé? Ah non? Eh ben, pour que les meubles n'aient pas la chair de poule. Ça détend. Ça détend, on va en avoir besoin. Alors, on ramasse les abat-jours, la combinaison, les masques mortuaires, on donne tout ça à un médecin légiste, on lui dit combien il y en a. Combien il y a de femmes différentes dans tout ça. Et le médecin légiste dit 15. Il y en a 15. Dis donc, Ed, t'en faisais quoi de la combinaison? Oh ben je la mettais. C'est agréable. C'est une peau de femme. Ed. T'es un homme? Ben j'aurais bien aimé être une femme. J'ai vu qu'en Europe, on pouvait devenir femme quand on est homme. Ça m'aurait bien plu. C'est trop cher, malheureusement, d'aller en Europe pour devenir une femme. Il y a quelque chose de profondément identitaire dans cette affaire-là. Mais pas que. Et donc, il y a 15 femmes. Alors qui aide? Qui as-tu tué? Qui sont ces 15 femmes? Il y en a une, on est sûr, c'est Bernice Worden. Il y en a une autre, on est sûr aussi, puisque son visage est posé sur la cheminée, c'est Mary Hogan. Mais celui-là, il ne veut toujours pas l'assumer comme meurtre. Et les 13 autres, alors? Ah ben les 13 autres, je les ai déterrés. Je suis allé au cimetière et je les ai sortis de leur cercueil, je les ai ramenés chez moi pour les vider. Mais tu avais des relations sexuelles avec ces cadavres? Non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais tu les as mangés? Non, non, j'aime pas ça non plus. Et donc il finit par raconter que le lendemain des obsèques des gens du village, quand il y avait un obsèque, il allait déterrer le corps quand la terre était encore fraîche, que le cadavre était encore bien conservé, qu'il le vidait intégralement pour ne garder que la peau des cadavres qu'il avait déterrés. Il dit c'est plus facile de creuser des tombes fraîches, évidemment, que des tombes anciennes. Ses avocats immédiatement disent « Pardon, mais il est fou. Qui d'autre qu'un fou peut faire une chose pareille ?» L'enjeu est important parce que s'il est fou, hôpital psychiatrique. S'il n'est pas fou, chaise électrique. Aucun doute que s'il n'est pas fou, il finira à la chaise électrique. On est en 1957 dans le Wisconsin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des états d'âme vis-à-vis de la peine de mort. Alors on va apprendre des choses, évidemment, au cours de l'enquête sur ce gars qui, donc, avait un père alcoolique et qui avait une mère protestante très, très rigoriste, dont il était, j'ai envie de dire, amoureux, presque amoureux. Et d'ailleurs, son frère viendra dire, je lui ai dit plusieurs fois, tu sais, Ed, t'es amoureux de maman, c'est pas normal que tu sois amoureux de maman. Cette mère, il l'a accompagnée jusqu'à ses derniers jours, jusqu'à sa mort. Et l'explication que vont offrir les psys, c'est que toutes ces femmes
Et on s'en rend compte en regardant les visages, en examinant les portraits de toutes ces femmes mortes qu'il a retirées du cercueil, ou vivantes en ce qui concerne Bernice Worden et Mary Hogan. Elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à sa mère et il n'a fait en vérité qu'essayer de retrouver à travers toutes ces peaux de femmes la peau de sa mère, le toucher de la peau de sa mère, le soyeux de la peau de sa mère. Et donc, procès. On fait venir le psy. Et on lui dit, il est fou. Ou il est pas fou. Réponse du psy, il est psychotique. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose, psychotique, mais ce sont les seules maladies mentales, il y en a 2 majeures dans la catégorie psychotique, la schizophrénie, avec toutes ses déclinaisons, et le trouble bipolaire, dont on oublie de dire dans notre société qui ne veut pas voir la maladie mentale, qu'en vérité, c'est une maladie grave. Et ces 2 maladies, aux États-Unis en 1957 et en France en 2023, sont des psychoses qui entraînent une excuse psychiatrique et donc l'envoi en hôpital sans procès. Et donc il est psychotique. Et donc il ne sera pas jugé. C'est dur à avaler. Pour la famille de Mary Hogan, pour la famille de Bernice Worden, pour tous ceux dont les parents, la mère, a été déterrée et profanée. C'est difficile, mais c'est comme ça. Il faut accepter l'idée de la maladie mentale. On la voit à l'hôpital psychiatrique. Et puis quand même, parce qu'une société qui ne juge pas ces monstres, ou en tout cas ce qu'on appelle les monstres, a du mal à se regarder en face 11 ans après. On le ressort de l'hôpital psychiatrique, on dit on va le juger quand même. Le type, ça fait 11 ans qu'il est en hôpital psychiatrique, on est dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, la psychiatrie, c'est un carnage. Hein. Le type, il a été bourré de neuroleptiques pendant tout ce temps-là. Il n'y a rien à en tirer. On aurait voulu le juger, mais on ne comprend plus rien à ce qu'il raconte. Et les jurés sont obligés, à leur tour, de se rendre à l'évidence que c'est un malade. On ne pourra pas le juger. Et donc, on le renvoie à l'hôpital psychiatrique. Et c'est là qu'il est mort, en 1984, à l'âge de 62 ans. Ce personnage unique dans l'histoire criminelle, qui n'a finalement tué que 2 fois, qui n'est donc pas un tueur en série, il faut 3 pour être tueur en série. Il n'a tué que 2 fois, mais déterrer des cadavres pour se faire de la déco. Ce personnage va inspirer un film que vous connaissez pour le coup. Le silence des agneaux. L'histoire d'Ed Gein n'est pas strictement reproduite dans Le silence des agneaux, mais disons qu'il a inspiré le personnage principal. Et il a aussi inspiré un roman qui a cartonné à la fin des années 50 qui s'appelle Psychose. Voilà pour cette histoire. J'ai toujours du mal avec les meurtres commis aux États-Unis parce que j'ai pas répondu à une question. Et j'ai posé la question 100 fois à d'autres qui n'y arrivent pas non plus. Pourquoi est-ce que ça se passe aux États-Unis et pas chez nous? Pourquoi il n'y a pas de nécrophiles chez nous? Pourquoi il n'y a pas de tueurs en série qui ont tué 30, 40 personnes? J'ai pas la réponse. Peut-être que vous l'avez, vous. Voilà. On applaudit un nécrophile quelque part. C'est pas un mythe, hein, il a vraiment existé. Hein. Ce qu'il y a de bien avec ces personnages, c'est qu'on peut les mettre à distance. Et puis le temps, 57, voilà, on les met à distance. Je sais pas si je serais capable de raconter une horreur pareille avec un crime contemporain. Ah, Christophe, c'était génial. Ouais. Je suis obligé de... Je peux dire les choses comme ça, sans filtre? Bien sûr. Bon, en même temps, c'est pas une insulte. Je voudrais que vous entriez dans votre tête que les maladies psychiatriques sont des vraies maladies, que quand on est schizophrène ou qu'on est bipolaire, 1, on l'a pas choisi. 2, on commence à comprendre qu'on en a souvent hérité, que c'est génétique. Et 3, c'est une maladie au même titre qu'un cancer. Ça se soigne, mais difficilement. Et donc, quand on dit un tel, une telle,
est schizophrène et à ce titre-là, on ne va pas pouvoir la juger. Ne considérez pas que c'est une fantaisie de psychiatre. Acceptez l'idée qu'on ne puisse pas juger un malade psychiatrique. C'est important. Ouais, Non, mais c'est hyper il y a une important. partie où on apprend des choses en plus. Mais attention, hein, tous les malades psychiatriques ne sont pas dangereux et tous les schizophrènes ne sont pas dangereux. J'insiste là-dessus. C'est important. Incroyable. C'est Ouais. une classe de maître, C'est comme on dit tout à chez fait. Des questions? Tellement de questions. Énormément. Pourquoi ma mère est partie vivre au Sable d'Olonne? Alors, On va parler de Janine. C'était génial. Merci d'offrir ça à nous ici et à YouTube. Ouais. Vraiment, c'était Encore trop bravo. bien. merci à vous. Ah, Christophe, Oui. on va recevoir un de vos collègues juste après vous, que j'adore aussi, Jean-Alphonse Richard. Avant ça, quel est votre endroit professionnel? Vous n'êtes pas là pour la promo. D'ailleurs, je veux le redire, c'est juste... oui, tout vous à venez fait. parce que vous avez accepté, parce que vous kiffez, donc c'est génial et un peu flatteur aussi. Quelle est votre vie professionnelle? Est-ce qu'on peut dire quelque chose aux gens, quelque part où vous vous retrouvez? Alors j'écris un podcast par jour, qui est disponible sur toutes les plateformes sous le nom On de la raconte. Après, j'ai une équipe qui me prépare les trames. Hein, je ne vais pas aller moi-même chercher qui a fait quoi, où, quand, comment. Donc j'ai une trame assez neutre. Et à côté, moi, j'écris mon texte. Voilà. J'écris un texte de 23 000 signes par jour. À ce jour, j'ai écrit 4 fois la Bible. Ah, c'est génial. La bio Insta de Monsieur Ondelat. La Bible, Qu'as-tu c'est- fait, toi? Moi, j'ai écrit 4 fois la Bible. La Bible, c'est à peu près 6 millions de signes. Donc mon podcast est disponible tous les matins à 6 heures. Et ensuite, il devient une émission de radio à 14 heures. Merci infiniment. Ouais, merci beaucoup et joyeux Halloween à vous. Par ailleurs, je déteste Halloween. C'est vrai, c'est la... Bah oui, c'est un truc américain qu'on a importé. Ça l'est, ça Qui est l'est. commercial, qui est la uniquement meilleure commercial. C'est pas dans notre tradition, nous. Nous, à cette saison-là, on se souvient des morts. On a envie de vous écouter Ah des ouais, heures. ouais, C'est ouais. dur de vous laisser partir. Je voudrais que Christophe lise une liste de courses, simplement, ça me dirait. Waouh, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est un peu étrange, parce qu'elle est aux frontières du surnaturel, de l'horrible, et puis du crime, tout simplement, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, c'est de parler de crime. C'est pas forcément une histoire d'Halloween, mais c'est une histoire qui pourrait avoir sa place, effectivement, dans les contes d'Halloween, parce qu'elle rejoint tout ce climat un petit peu surnaturel que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour ça, on va d'abord partir aux États-Unis. On va faire un petit crochet, pas très loin de New York, dans une luxueuse résidence à Pocantico Hills. Alors Pocantico Hills, c'est un quartier magnifique qui est peuplé de grandes villas et avec des grandes familles. On est le dimanche 19 novembre 1961, c'est le matin, et on est chez les Rockefeller. Alors Rockefeller, ça fait rêver. C'est une grande famille, les Rockefeller. C'est une immense famille, très puissante. À l'époque, on est au début des années 60, ça compte parmi les plus grands banquiers du monde entier. Et là, on est avec Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, c'est une sommité. C'est le gouverneur de l'État de New York. Un gouverneur de l'État de New York, en général, on est appelé ensuite à être, un jour ou l'autre, président des États-Unis. Donc on n'est pas dans n'importe quelle famille. Mais ce jour-là, Nelson Rockefeller, il a une mauvaise nouvelle à annoncer à sa famille. Il y est réuni dans ce salon magnifique, avec des lustres, des grands fauteuils, mais il a l'air sombre, Nelson Rockefeller, qui est un homme qui est plein de vie, qui a une quarantaine d'années, qui est très beau. D'ailleurs, il est en instance de divorce avec sa femme, il va se remarier, donc tout va bien pour les Rockefeller. Mais là, il vient annoncer que Michael Rockefeller, qui est le fils préféré de Nelson Rockefeller, qui a 23 ans, il est tout jeune, il vient disparaître. Mais il vient disparaître au bout du monde. Il a disparu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors il faudra regarder sur une carte, tout ça, parce que les Américains ne sont pas très bons en géographie, mais là, ils sont complètement paumés. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est le gouvernement hollandais qui a prévenu le département d'État américain de sa disparition. Pourquoi hollandais? Parce qu'à l'époque, années 60, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une colonie de la Hollande, des Pays-Bas, et la capitale d'ailleurs de cette grande île, qui est une île très sauvage. Ça s'appelle Hollandia à l'époque, voilà. Donc on est encore dans ces années de colonisation. Donc il vient de recevoir ce message, Nelson Rockefeller, et il est inquiet, parce que ce message qui arrive comme ça sur les téléx et par les télégrammes à l'époque, évidemment on n'a pas de
de téléphone comme aujourd'hui, on n'a pas Internet. On lui dit que Michael a chaviré dans une tempête. Alors, il fait du bateau, Michael. Il est parti en catamaran avec un de ses meilleurs amis qui s'appelle René Vassingue, qui est un anthropologue. Et il faut savoir une chose, c'est que Michael Rockefeller, le fils préféré, mais c'est peut-être le plus fantasque de la famille, parce qu'il a décidé qu'il ne serait pas banquier, lui, qu'il ne serait pas comptable, qu'il ne serait pas financier. Non, lui, il veut partir à l'aventure. Il veut acheter des œuvres d'art, les distribuer aux uns et les autres, remplir des musées et faire le tour du monde. Et c'est pour ça qu'il est parti en Nouvelle-Guinée, en Papouasie, là, chez les Papous, comme on dit à l'époque. On ne sait même pas qui est ce peuple, etc. Tout ça est bien mystérieux. C'est pour ça qu'il est parti, pour récupérer des statuettes, parler avec les indigènes, voir les uns les autres. Et son bateau a chaviré. Ah, le bateau a chaviré. La personne qui était avec lui, René Vassingue, qui est un Hollandais, l'anthropologue, lui, a survécu. En tout cas, pour l'instant, il est vivant et il a été sauvé par, effectivement, les secours qui sont arrivés très vite et qui ont découvert ce bateau renversé avec cet homme qui était seul à bord. Et qu'est-ce qu'il dit, René Vassingue? Il dit, on a passé la nuit sur le bateau, mais vous connaissez Michael. Michael, c'est un gars qui est impulsif. Il a toujours envie d'aller plus vite que les autres. Et puis, il connaît bien le coin. C'est vrai qu'il a visité 100 fois cette terre de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il est parti à la nage. Il est parti à la nage. Alors là, évidemment, on est complètement stupéfait par ce qui se passe. Parce qu'on se dit, partir à la nage dans cet endroit, mais il y a des crocodiles, il y a des bêtes féroces. On ne sait pas ce qu'il y a d'ailleurs même au fond de cet océan. Et puis, la côte, elle est à plus de 2-3 kilomètres. Il y a des courants qui sont très forts. L'eau n'est pas très chaude, contrairement à ce qu'on croit. Il est parti à la nage, mais la famille n'est pas très inquiète, parce que finalement, Michael, c'est un très bon nageur. Il est à l'école américaine, c'est un sportif, donc il peut aller très loin à la nage comme ça. Et donc on est sûr qu'il a survécu, qu'il s'est posé sur une plage quelque part et tout, etc. Alors là, ça commence un petit peu à se tendre, évidemment. La famille Rockefeller, je le répète, elle est très riche. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident, on part tous en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on amène un avion pour les recherches. Encore une fois, on ne compte pas sur les dollars à ce moment-là. Et puis, on va partir à la recherche de Michael. Il faut absolument le trouver. Et pour vous dire la puissance des Rockefeller, c'est que le président des États-Unis de l'époque, JFK, Kennedy, il envoie un télégramme à la famille Rockefeller en disant « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je mets l'armée à votre disposition, je vous donne ce que vous voulez. » Ce télégramme, je l'ai sous les yeux. Donc je vais vous le lire spécialement pour vous, parce qu'il est rare ce télégramme. Télégramme de JFK à la famille Rockefeller. « Je suis profondément désolé d'apprendre ce qui arrive à votre fils. Le gouvernement et toutes les personnes qui lui sont rattachées sont soucieux de vous aider de toutes les manières possibles. N'hésitez pas à faire appel à nous pour une quelconque aide que pourrait vous apporter le département de la Défense ou toute autre agence gouvernementale. » C'est dire la puissance des Rockefeller. Donc tout le monde part là-bas, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Évidemment, les Américains, ils savent faire parce qu'ils emmènent aussi beaucoup de journalistes avec. Donc, sur place, ça va être un peu une débauche de moyens. C'est-à-dire qu'il y aura des hélicoptères, il y aura des bateaux qui seront mobilisés, etc. On va rechercher ce garçon qui a disparu, qui est parti dans une eau qu'il disait chaude, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il a atterri, en fait. La Nouvelle-Guinée Papouasie, c'est une espèce de croissant qui se dessine comme ça sur la carte. On ne sait pas trop où on va atterrir et surtout où les courants vont vous mener. Le fait est, c'est que quand il arrive, tout le monde est optimiste. On lui dit, il n'y a pas de souci. Michael est un bon nageur. Et puis en plus, s'il a survécu, il a de fortes chances d'avoir été accueilli par les indigènes. Mais les indigènes, ils sont formidables. Les indigènes, ils sont très accueillants. Il n'y a pas de souci. On fait rentrer les gens chez soi, on les soigne, on les aide, etc. Donc il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai que il y a une quinzaine d'années, c'est vrai qu'on coupait un peu des têtes. Ah, c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on mettait un petit peu les têtes au bout des pics. Il y a quinzaine d'années, ou peut-être un peu plus, on mangeait les hommes. Ça arrivait, il y avait des sacrifices rituels. Mais c'est fini, monsieur Rockefeller, rassurez-vous. Tout ça, c'est un temps révolu. C'est fini, c'est fini. Le gouverneur, évidemment, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est là-dessus, il n'a pas envie d'avoir d'ennui, donc il va dire au Rockefeller, tout va bien, ne vous inquiétez pas, s'il s'en est sorti, il est quelque part, il est à l'abri et il va être sauvé. On sait que Michael Rockefeller, il a rendez-vous avec un missionnaire hollandais, le père Cornelius van Kessel. Sauf le père Cornelius van Kessel, c'est important ce que je vous dis parce que par la suite vous allez voir les révélations que va faire le père Cornelius van Kessel.
Le père Cornelius Van Kessel, il n'est pas là. Il est perdu dans la jungle. Hein. C'est des contrées qui sont très compliquées. Et on ne peut pas y accéder comme ça. Et on arrive uniquement par la côte. Il faut savoir marcher, il faut connaître les sentiers, etc. Tout ça était très inhospitalier. Le fait est, c'est que les recherches vont se poursuivre. Et puis le vendredi 24 novembre, on est là 5 jours après la disparition. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait beaucoup vu la zone immense qui a recherché. Il n'y a pas de nouvelles. Et effectivement, le ministre de l'Intérieur néerlandais, encore une fois c'est la Hollande qui dirige ce petit pays, il va dire il n'y a plus aucun espoir de retrouver Michael Rockefeller. Le 28 novembre, donc 4 jours plus tard, Nelson Rockefeller, le gouverneur, et sa fille Marie qui était venue. Marie, elle adore, c'était son frère jumeau, donc elle l'adore, elle était venue. Mais ils repartent chez eux, aux États-Unis. Fin de l'histoire. Hein, évidemment, Michael Rockefeller, il n'y a plus beaucoup d'espoir de le retrouver, au point qu'un mois après l'annonce, eh bien, le gouverneur annonce que toute la zone a été fouillée, il n'y a plus d'espoir. On a tout retracé, on a parlé aux habitants, etc. Il n'y a rien. Voilà. Le père Rockefeller, il remercie les autorités. Il vient de perdre son fils le plus cher, et celui sans doute qui avait le plus d'avenir dans la lignée Rockefeller. C'était peu l'artiste de cette famille. Donc effectivement, on le pleure, mais il n'est pas là. Il n'y a aucun corps qui est retrouvé, aucun signal qui puisse dire qu'il soit vivant, ou d'ailleurs qu'il soit mort, on ne sait pas, mais le fait est, c'est qu'on ne le retrouve pas. Et le gouverneur, il s'appelle Peter Platel. Il est étrange, ce gouverneur, quand même. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Il veut surtout pas, il sait que les indigènes, les autochtones, les tribus locales sont en train de se rebeller en ce moment même. Donc lui, il veut pas d'histoire avec une histoire Rockefeller qui vient un peu l'ennuyer, là, au milieu. Mais Peter Platel, il cache beaucoup de choses, ce gouverneur. Et il cache sans doute la vérité. Il cache 2 lettres. 2 lettres qu'il a gardées dans son tiroir. Il a un tiroir, là, comme ça. Il les a placées là. Il les a lues 10 fois, ces lettres. Et ces lettres, elles sont capitales, parce qu'elles font basculer l'histoire dans une toute autre dimension. On n'est plus du tout dans l'affaire de l'accident, de la noyade, mais tout à fait autre chose. Les 2 lettres, elles sont signées, alors les noms sont en hollandais, ce sont des missionnaires hollandais, 2 missionnaires, 2 curés qui sont partis là pour évangéliser les autochtones, Hubertus von Page et le fameux Cornelius Van Kessel, avec qui, effectivement, le fils Rockefeller, Michael, avait rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'autour du 19 novembre, il y a des piroguiers d'un petit village qui étaient le matin à la pêche dans un village concurrent. Et qu'est-ce qu'ils aperçoivent? Un crocodile. Et ils s'approchent parce qu'un crocodile, c'est totalement délicieux. Ça vaut toutes les langoustes et tous les homards du monde. Et donc on a les friands, puis en plus on peut récupérer la peau pour faire des sacs à main, etc. Ou même des étuis pour les armes. Ils se sont rapprochés, mais c'est pas un crocodile. Ils ont aperçu ce qu'ils appellent un tuan. Un tuan, c'est quoi? C'est un blanc. C'est comme ça qu'on l'appelle là-bas. Mais cet homme, il n'est pas mort du tout. Il nageait sur le dos. Et ils ont été très surpris parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Déjà, un blanc qui nage dans cette espèce d'embouchure au sortir de l'océan, c'est pas fréquent. Et là où ça se corse, c'est qu'il y a cette description. Alors le missionnaire, il est très troublé, parce qu'il dit que ça correspond exactement à Michael Rockefeller. Et ils disent que, effectivement, ça s'est pas forcément très bien passé, et qu'il a été tué, Michael Rockefeller. Ils donnent pas encore trop de détails. Mais ils lui disent, tu sais, le tuan, les fémurs, ils ont été transformés en poignards, les tibias, ils ont été taillés en pointe pour la pêche, 15 hommes se sont partagés les reliques du corps. Ça, c'est la lettre qu'écrit le missionnaire au gouverneur. Mais le gouverneur, il n'a pas envie du tout de s'occuper de ça. Et la raison pour laquelle le tuan, le blanc, a été tué, c'est une riposte à des massacres qu'ont fait les Hollandais sur cette tribu quelques années auparavant. Et puis il y a aussi Cornelius Van Kessel, qui, lui, s'est entretenu avec ces mêmes indigènes, parce que lui, il connaît vraiment bien la région. Il y est tous les jours. Il les connaît par cœur, il parle la langue. Ça, c'est très important. Je vais vous lire un extrait de ce qu'il envoie. Il envoie un rapport de 15 pages. 15 pages au gouverneur. Il est certain que Michael Rockefeller a été tué et mangé par les habitants d'Otsjanep. C'est le village local dont je vous parlais. C'est écrit en lettres capitales. Une vengeance à propos de la fusillade 4 ans plus tôt. Et le père Van Kessel, il connaît et il donne les prénoms des hommes qui lui auront raconté ça.
Alors, Michael Rockefeller, on connaît ça à la fin de ses jours. Il a été achevé à coups de hache sur la nuque. Il a été entièrement dépecé. On l'a fait griller. Et il y a une cérémonie qui existe, qui est d'ailleurs qui est dans les livres, hein, qui existe, qu'on sait, une cérémonie ancestrale qui fait qu'on déguste dans le silence l'homme sur des pics de bois. Il savait que cet homme était un blanc, donc il fallait faire très attention, donc ils ont gardé le secret là-dessus. Mais ça discute, parce qu'entre villages, on ne s'aime pas trop, donc on sait qu'il y a un mauvais coup qui a été fait, donc on commence à en parler. Et cette hypothèse, ce bruit va courir très vite. Hein, on va savoir qu'effectivement, il s'est peut-être passé quelque chose autour de Michael Rockefeller. Sauf que, ben, évidemment, les autorités, encore une fois, je le répète, c'est fini. Non, tout ça, ce sont des bêtises, des racontards, des rumeurs. Vous n'allez pas croire ce que racontent des indigènes. En plus, ils racontent n'importe quoi, ces indigènes. Ils veulent attirer l'attention. Tout ça pour nuire à nous, qui leur apportons le bien-être, la médecine, l'éducation. C'est pas admissible. On peut pas faire les choses comme ça. Donc cette hypothèse, elle court. Il y a même des journaux qui commencent à dire qu'il y a peut-être des cannibales dans la région, on ne sait pas trop, etc. Alors là, les autorités, elles sont un peu ennuyées. Et alors, ils vont, comme quoi le secret dans cette histoire, il est permanent, ils vont déléguer un policier pour aller sur place. Il s'appelle Wim van de Waal. Et il vivait encore il y a quelques années. Et c'est quelqu'un d'important, parce que lui, le policier, c'est pas un curé, il n'a rien à perdre, il va là-bas et tout, etc. Il va ramener la parole des indigènes. Alors quand il va arriver sur place, évidemment, il va dire que personne ne veut lui parler, que c'est compliqué, etc. Mais peu à peu, il va se mettre en confiance les indigènes. Et sur place, un jour, il pleut, c'est une sale journée, et on va venir le chercher. Et on va lui dire, maintenant tu vas nous suivre, et on va te dire qu'on ne raconte pas des bêtises, tu vas venir à un endroit précis, et tu vas fouiller avec nous. Et là, Wim van de Waal, qui est encore une fois un policier, donc fatalement c'est une histoire de crime, cette histoire. Il y a un crime qui a été commis, on le sait, mais on ne peut pas le prouver. Mais il va découvrir des indices. Il va découvrir le crâne, tout simplement, de Michael Rockefeller, qui était caché dans la boue. On a creusé la boue, on a extrait un crâne, et puis on a extrait quelques os. Le crâne n'a plus de mâchoire inférieure. Et la tempe droite, il y a un trou, ici, un gros trou. Pourquoi ? Pour aspirer la cervelle. C'est comme ça que ça s'est passé. On l'a mangé parce qu'il fallait qu'on prenne sa puissance. C'est ce que disaient les indigènes. On voulait qu'on prenne sa puissance, on voulait qu'on prenne ce qu'il avait de bon en lui. On l'a dévoré. Et désormais, il y a quelques hommes ici, là-dedans, sur cette île, qui vivent avec Rockefeller. Alors, juin 62, il est passé quelques mois dans cette jungle-là, l'inspecteur. Il n'est pas resté 3 jours, il n'a pas fait aller-retour comme Derrick ou Maigret. Ça va très vite, là, c'est beaucoup plus que ça. On prend du temps, on prend tout le temps, puis on ne peut pas vous appeler au téléphone, donc c'est encore mieux, on vous oublie. Donc quand il revient, au bout de quelques mois, il remet, lui, c'était un fonctionnaire, lui, c'est pas ni un anthropologue, ni quoi que ce soit, il fait son devoir. Il a un carton, et il remet le crâne et les ossements au gouverneur. Et là, il fournit aussi un rapport. Sauf que, si vous voulez tout ça, on ne sait pas ce que c'est devenu. Parce qu'à l'époque, les Hollandais ils sont en train de partir, parce qu'il y a le feu sur l'île, on ne veut plus les voir, et tout, etc. Ils sentent bien que le vent a tourné. Donc, c'est fini. On va remettre ce rapport et ce crâne. On sait aujourd'hui que les rapports, il y a un journaliste américain qui a enquêté là-dessus, qui a même écrit un bouquin sur cette histoire, que je vous conseille, si vous voulez le lire, il est traduit en français. On sait aujourd'hui que rien n'a disparu. Mais on ne sait pas où ça se trouve. C'est sûrement dans les archives hollandaises. Les lettres ont été retrouvées, les lettres ont été exhumées. Le rapport, on croit savoir où il se trouve, mais quand on est allé le chercher une fois, il n'était pas dans le bon placard. Alors que quelqu'un l'avait vu, quelques jours auparavant. La caisse des ossements, elle se balade quelque part aux Pays-Bas. Ce serait formidable aujourd'hui avec l'ADN de savoir si c'est bien Michael Rockefeller, ce crâne. Il y a toutes les chances que ça le soit. Les rapports, ils sont vraiment précis là-dessus. Mais le fait est, c'est qu'on va abandonner la partie, on va laisser tomber cette affaire. L'Australie, qui est le pays voisin de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée va dire qu'effectivement c'est fini, etc., va déclarer mort une nouvelle fois Rockefeller. Et puis le 1er février, donc alors là, quelques années après, Michael Rockefeller, il sera officiellement déclaré mort par la famille. Et c'est curieux, alors après on comprend que la famille n'ait pas envie de savoir que leur fils a été dévoré par des cannibales ou des coupeurs de tête. On le comprend, mais la famille va avoir qu'une seule obsession, c'est de dire qu'il s'est noyé. Jamais on ouvrira une enquête là-dessus, jamais on le cherchera même à avoir les ossements, ce qui aurait été formidable, moi je trouve, de retrouver quand même une trace du fils chéri disparu. Eh bien non, ça passera pas, on n'ira pas jusque-là. Et pour terminer, le journaliste dont je vous parlais, c'est un journaliste du New York Times qui s'appelle Carl Hoffman, qui est une espèce de génie enquêteur, un mec formidable. Il est parti là-bas pour écrire son bouquin. Et il a retrouvé les descendants de ceux qui avaient dévoré, ou enfin les présumés assassins, on va le dire comme ça, meurtriers plutôt qu'assassins, parce qu'il n'y avait rien de prémédité là-dedans. Il a retrouvé les parents, etc. Et on lui a confirmé. On lui a dit, mais cette histoire, mais nous on est au courant depuis des années. Aujourd'hui, les indigènes, ils sont en jean comme vous et moi, avec des blousons, les villages ont bien changé. Et c'est l'histoire que tout le monde connaît, sauf que cette histoire, elle est taboue. Là-bas, sur place, elle porte malheur. Il ne faut pas en parler. Hoffman, on va lui dire, et c'est dans son bouquin, donc je vous le cite, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, « Ne dites rien, gardez cette histoire secrète, si vous la racontez, cela vous portera malheur et vous mourrez. Gardez tout cela pour vous, pour toujours. » Hélas pour moi, je viens de vous raconter l'histoire. Merci à vous. Ça fait du bien de... Vous venez de nous raconter l'histoire. Je viens de raconter l'histoire, donc je peux m'effondrer d'une minute à l'autre. Vous qui avez raconté tant d'histoires, ça vous plaît toujours de raconter ces histoires? Ah, moi j'adore ça. Et en plus, lorsqu'on est en public, comme ça, je trouve ça formidable, parce que vous regardez un peu les visages, alors vous dites, est-ce que je les emmerde pas trop, etc. Comment je pourrais relancer ça, et tout, etc. Et les histoires, elles font partie de notre vie. Quand vous êtes gamin, on vous raconte des contes, etc., qu'il n'y a pas plus cruel que les contes pour enfants. Ça, c'est clair. Non, mais Et le fait divers, ou bien comme on dit aujourd'hui, le true crime, puisque c'est ça, on l'appelle comme ça, c'est ça. C'est raconter des histoires vraies. Moi, j'aime ça dès lors qu'il y a un peu de mystère. Donc moi, je trouve que les faits divers qui valent le coup, les grandes histoires qui valent le détour, c'est quand on a un peu de mystère. On voudrait s'adresser à la Hollande. On veut bien recevoir la petite boîte avec les ossements, nous. Quelqu'un là. Quelqu'un là, il y a quelqu'un là, c'est sûr. La boîte existe, la boîte a été vue, la boîte existe, la boîte se balade, la boîte des ossements se balade. Disons que si ça sort aujourd'hui, c'est peut-être risqué aussi avec les Rockefeller, qui est toujours une famille très puissante. C'est peut-être ça qui pose problème. Oui, les Rockefeller, oui, mais c'est possible, parce que les Rockefeller, ils sont moins puissants, moins en vue peut-être qu'à cette époque-là, mais le rideau a été tiré officiellement. Donc aux États-Unis, c'est fini. Aux États-Unis, c'est un peu particulier. Quand vous décidez que c'est terminé, en général, c'est terminé. Et s'ils avaient saisi la justice américaine, ils auraient sans doute eu la réponse. Parce qu'aujourd'hui encore, s'ils n'avaient pas eu la réponse, aujourd'hui encore, l'enquête continuerait. C'est ça les cold cases aux États-Unis, on ne ferme pas une enquête. En France, ça va beaucoup plus vite, parfois. Mais la famille était atterrée par ce truc-là. Ils ne pouvaient pas imaginer. Et on comprend, votre frère, votre sœur, votre fils, votre fille, en train d'être mis au bout d'une pique et dévoré en silence, certes, et avec respect, on est d'accord, et avec respect, mais sans modération. Donc ça, c'est une histoire vraie, non résolue. Ah, c'est une histoire vraie. Alors... Oui, elle est non résolue parce que officiellement c'est pas un crime. Officiellement c'est pas un crime. Oui, officiellement il s'est noyé. Alors oui, c'est un cold case. C'est une histoire cachée. Et c'est pas un crime parfait, puisqu'il y a eu des aveux. Le crime parfait, il existe, c'est celui qu'on ne trouve pas. Il y en a tous les jours. Mais c'est pas un crime parfait. Il y a des témoins, il y a des histoires, il y a des récits. Tout ça est argumenté, c'est noté. Il y a je veux bien que les curés soient fous, mais enfin 2 curés qui seraient fous, etc., qui auraient raconté n'importe quoi, c'est pas possible. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Le crime parfait donc existe. C'est passionnant, je trouve. Le crime parfait, c'est celui qu'on ne découvre pas. On est d'accord? Eh oui. Le crime parfait, il n'y aura jamais d'enquête. Ça, c'est un crime parfait. Et pourquoi c'est parfait? Parce que très souvent, c'est maquillé
en accident, en mort naturelle. Combien de crimes parfaits avec des vieilles personnes? Mais ça arrive. Alors attendez, faut pas fantasmer, hein, je vais pas vous. Voyez pas tout, les assassins partout. La question n'est pas là. Mais le crime parfait, par essence, il existe. On ne parle que des crimes imparfaits finalement. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Ben là, c'est pareil, on parle jamais des crimes parfaits. Bon bah, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était très agréable de faire ça avec vous. Voilà, je voulais vous le dire. Ah, trop bien. J'ai passé Génial, un merci. excellent moment. J'espère que ça se refera. Jean-Alphonse, avant que vous partiez, vous n'êtes pas là pour la promo, vous êtes là pour la Pas du passion. tout. Ouais, Mais pour le il plaisir. n'empêche que moi, je l'ai dit dans l'intro, mais j'adore ce que vous faites, donc sur RTL, si je Oui, ne alors m'abuse. RTL, l'heure du crime, 14h30, 15h30, du lundi au vendredi, podcast évidemment, ça vous trouverez facilement. Juste un petit détail, comme ça me fait plaisir, c'est un peu pour flatter mon ego. J'écris tout, moi. J'écris toutes mes histoires. J'ai pas d'auteur. On est un peu, je dis toujours ça, mais le Louis Vuitton du crime. C'est le petit atelier qui fonctionne. Justine Vignot, Marie Bossard, un réalisateur, une stagiaire. Voilà les ingrédients de l'heure du crime. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez, évidemment. Si vous voulez assister à une émission, on vous accueille avec plaisir, pas de souci. Je vous invite à écouter ce podcast, c'est pour ça que vous êtes C'est ici, gentil. parce que vous êtes un des meilleurs storytellers du pays. On va vous applaudir une dernière fois et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.